Je n'aurais jamais pensé que le bruit d'une porte d'entrée qui s'ouvre pourrait changer ma vie, mais ce soir-là, ce fut le cas. C'était censé être un simple dîner chez nos amis à Austin. Rien d'extraordinaire, juste une réunion de fin de semaine. Le genre de choses que nous avions fait des dizaines de fois au fil des ans. Du vin, un barbecue, des conversations légères, des rires résonnants sous les lumières du patio. Mais le destin en a voulu autrement, et la soirée s'est transformée en une scène que je n'oublierai jamais. J'avais fait le trajet en voiture avec Greg, le mari de Marissa, l'une de mes prétendues amies. Nous vivions dans le même quartier, et il était logique de venir ensemble puisque nos conjoints respectifs étaient partis plus tôt, affirmant qu'ils devaient aider à tout préparer. Je me souviens avoir plaisanté dans la voiture sur le fait que le mien était probablement incapable de trouver où les fourchettes étaient rangées dans notre propre cuisine, alors aider à organiser un dîner. Quand l'hôte a ouvert la porte, j'ai immédiatement remarqué que l'air à l'intérieur semblait différent. Les rires étaient étouffés, trop bas, presque forcés. Il y avait une demi-douzaine de personnes déjà assises autour de la table de la salle à manger, des verres de vin à la main, bavardant de cette manière nerveuse que les gens ont lorsqu'ils viennent d'être témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Je n'ai pas compris tout de suite. Mes talons claquaient sur le parquet tandis que Greg me suivait, tous deux souriants, lançant des salutations. Mais ensuite, je les ai vus. Mon mari, Tyler, et Marissa, pas assis à table, pas en train d'aider dans la cuisine. Non, ils étaient pressés contre le mur du couloir juste après le salon, enlacés dans un baiser si profond, si avide que pendant une fraction de seconde, mon cerveau a refusé de traiter ce que mes yeux voyaient. Ses mains étaient sous son pull, les siennes griffant sa chemise comme dans une scène de film de série B. Et puis ça m'a frappé, la brassière en dentelle qui dépassait de son chemisier. Je l'ai reconnue instantanément parce que c'était la mienne, une pièce de lingerie que j'avais achetée des mois auparavant, l'étiquette encore dessus jusqu'à ce que je la porte une fois pour Tyler. Et elle était là, tendue sur sa poitrine pendant qu'elle embrassait mon mari comme s'il lui appartenait. Mon souffle s'est coupé, rauquelé dans ma gorge. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du crissement des chaussures de Greg qui s'est arrêté net derrière moi. Pendant un instant, personne n'a bougé. Ni Tyler, ni Marissa, ni les gens à table qui avaient clairement déjà assisté à ce cirque avant notre arrivée. La voix de Greg a brisé le silence. Ce n'était pas calme. C'était un rugissement. Il a demandé à Marissa ce que c'était que cette histoire. Ils se sont séparés brusquement, maladroits et coupables, les yeux écarquillés, comme des enfants pris en train de voler dans un magasin de bonbons. Tyler a bafouillé quelque chose, me disant d'attendre, que ce n'était pas ce que je croyais. La réplique la plus pathétique et prévisible du manuel. Je n'ai pas attendu. Je me suis avancé jusqu'à lui, si près que je pouvais sentir le vin sur son haleine, et ma paume a heurté son visage avant même que je réalise que j'avais bougé. La gifle a claqué dans la pièce, aussi nette qu'un verre qui se brise. Sa tête a basculé sur le côté, et quand il m'a regardé de nouveau, il n'y avait aucune trace de honte, juste de la colère d'avoir été pris. Marissa a essayé de resserrer son pull sur ma lingerie, mais il était trop tard. J'ai pointé un doigt vers elle, ma voix tremblante mais assez forte pour que tout le monde dans la pièce entende. Je lui ai demandé si elle pensait pouvoir se glisser dans mon lit, mettre mes vêtements et prendre ce qui m'appartenait, la traitant de dégoûtante et de pathétique. Mes mots sont restés coincés dans ma gorge, la rage m'étouffant. Greg s'est avancé, le visage rouge, les poings serrés. Il a demandé à Tyler si c'était ce qu'il faisait quand il disait travailler tard, coucher avec sa femme dans les maisons de leurs amis. Il avait l'air prêt à frapper Tyler, et pendant une fraction de seconde, j'ai presque souhaité qu'il le fasse. L'hôte a tenté d'intervenir, les mains en l'air comme s'il pouvait calmer une tempête, essayant de dire qu'il fallait se calmer, mais personne n'écoutait. Le dîner était terminé avant même d'avoir commencé. Tyler a tendu la main vers moi, peut-être pour saisir mon bras, peut-être pour supplier. J'ai reculé brusquement, les yeux rivés sur les siens. Je lui ai dit de ne pas me toucher. De ne pas oser me toucher. La pièce était toujours figée. Les témoins étaient partagés entre la pitié et l'horreur. Je sentais leurs yeux sur moi, sur la lingerie, sur les décombres de ceux qui venaient d'exploser devant eux. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose avec une clarté absolue. L'humiliation n'était pas à moi de la porter. C'était la sienne, la leur. J'ai redressé ma colonne vertébrale, chaque once de douleur se durcissant en acier. Ma voix était glaciale. J'ai dit qu'il voulait m'humilier. Je l'ai félicité. Il y était parvenu.
Mais je l'ai averti que ce n'était pas la fin. Que c'était le début. Je me suis tourné vers Marissa, qui s'agrippait maintenant au bras de Greg, le visage pâle comme la cendre. Je lui ai craché qu'elle regretterait d'avoir jamais pensé pouvoir entrer dans ma vie. Je lui ai dit de profiter des restes tant qu'elle le pouvait. Je n'ai pas attendu leur réponse. Je n'en avais pas besoin. Le silence disait tout. J'ai attrapé mon sac à main sur le comptoir, mes mains étonnamment stables, et je suis sorti dans l'air nocturne du Texas. Greg a suivi de quelques pas avant de s'arrêter, marmonnant des jurons à voix basse, probablement prêt à démolir son propre mariage à sa manière. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Mes talons frappaient l'allée comme un battement de tambour. Chaque pas plus lourd que le précédent, mais aussi plus stable. Je ne quittais pas seulement un dîner. Je laissais derrière moi la version de moi-même qui tolérait les mensonges, qui ignorait les nuits tardives et les excuses creuses, qui croyait au masque que Tyler portait. Le temps que j'atteigne ma voiture, mes larmes avaient séché avant même d'avoir eu la chance de couler. Ma poitrine était encore serrée, mon pouls encore rapide, mais sous tout cela, il y avait quelque chose de nouveau. Un vœu, silencieux mais inébranlable, résonnant dans mes os. Il pensait que ce soir était la nuit où il m'humilierait. Mais je savais mieux. Ce soir était la nuit où je commençais à tout réduire en cendres. Quand je suis rentré à la maison cette nuit-là, le silence de ma propre maison semblait plus lourd que les cris que je venais de fuir. Je me suis assise dans le salon plongé dans le noir. Les murs autour de moi, faisant écho à des années de souvenirs, et j'ai réalisé à quel point j'avais investi de moi-même dans un mariage qui s'effritait déjà bien avant que je ne le voie. Tyler et moi étions mariés depuis 15 ans. Nous nous étions rencontrés dans la vingtaine, à l'époque où je croyais encore que le travail acharné et la loyauté suffisaient à retenir l'attention d'un homme. Il était charmant à l'époque, avide de succès dans le monde de la technologie en plein essor d'Austin, tandis que j'étais stable, celle qui tenait le tout ensemble. Au décès de ma mère, l'héritage que j'ai reçu est devenu l'apport initial pour notre première maison. Je me suis dit que c'était un investissement dans notre avenir. Mais maintenant je vois que c'était en réalité la première brique d'un château qu'il pensait posséder. Je lui ai donné l'espace pour poursuivre ses rêves. J'ai réduit mes propres plans de carrière, choisissant des horaires flexibles pour pouvoir élever notre fille, Emily, sans dépendre d'une garderie. Je cuisinais. Je gérais le budget. J'ai fait fructifier l'argent de ma mère pour nous offrir une sécurité. Je me disais que ces sacrifices étaient temporaires, qu'une fois sa carrière lancée, nous construirions quelque chose ensemble, mais le ensemble est lentement devenu unilatéral. Ses succès étaient toujours les siens. Ses promotions, sa nouvelle voiture, les vacances, tout était présenté comme des trophées qu'il avait gagnés seul pendant que je me tenais tranquillement en arrière-plan. Les signes avant-coureurs étaient toujours là. Les réunions tardives qui s'étiraient au-delà de minuit. Les voyages soudains à Dallas qui ne collaient jamais. La façon dont il a commencé à protéger son téléphone comme s'il contenait des codes nucléaires. Quand je posais des questions, il m'écartait d'un rire, m'embrassait sur le front et me traitait de paranoïaque. Et je l'ai laissé faire. J'ai laissé ma loyauté m'aveugler parce qu'admettre la vérité signifiait admettre que la dernière décennie de ma vie avait été bâtie sur des mensonges. C'est Emily qui a finalement balayé le reste de mon déni. Elle a 15 ans maintenant, vive d'esprit, plus observatrice que je ne l'aurais jamais cru. Quelques semaines avant le dîner, elle était venue me voir discrètement, la voix tremblante. Elle m'avait dit qu'elle pensait que papa voyait quelqu'un. Je me souviens comment mon estomac s'est noué, comment j'ai voulu la faire taire, la protéger de la laideur que je n'étais pas prête à affronter. Je lui ai demandé ce qui lui faisait penser cela, et elle m'a raconté qu'elle l'avait vu une fois en ville, tenant la main d'une femme qui n'était pas moi. Elle n'avait rien dit plus tôt parce qu'elle pensait qu'elle pouvait se tromper. Mais le regard dans ses yeux me disait qu'elle ne se trompait pas. Je lui ai dit qu'elle avait du mal comprendre, que c'était peut-être une collègue, peut-être qu'il était juste amical. Le mensonge est sorti de ma bouche avant que je puisse l'arrêter parce que je n'étais pas prête à voir ce qui était juste devant moi. Mais le silence d'Emily par la suite fut plus assourdissant que tout ce qu'elle aurait pu dire. Elle savait. Et maintenant, après être entré à ce dîner avec Greg et avoir vu Tyler peloter Marissa comme si elle était un prix qu'il avait gagné, je savais aussi. La confirmation n'était pas des rumeurs chuchotées ou des reçus suspects ou la voix inquiète de ma fille. C'était brut et indéniable, enveloppé dans une dentelle que j'avais autrefois achetée pour moi. Cette nuit-là dans le noir, je l'ai finalement admis. J'avais sacrifié des années de ma vie pour un homme qui me voyait comme rien de plus qu'un filet de sécurité.
Et le poids de ces sacrifices, mon héritage, mon temps, ma carrière, même l'innocence de ma fille, venait de changer. Ce n'était plus des pertes. C'était du carburant. Parce que si Tyler pensait que je partirais discrètement, il ne me connaissait pas du tout. Le matin après le dîner, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et un mal de tête lancinant. Mais je n'étais pas brisé. Quelque chose en moi avait changé. Les larmes qui tachaient mon oreiller n'étaient pas de la faiblesse. C'étaient les dernières gouttes d'une femme qui avait été dupée pendant trop longtemps. Je n'allais pas supplier pour des réponses ou attendre des excuses. J'allais prendre le contrôle. La première chose que j'ai faite a été de me connecter à nos comptes joints. Des années de gestion du budget du ménage faisaient de moi celle qui savait réellement où allait l'argent. Tyler était peut-être celui qui gagnait les gros chèques, mais j'avais été celle qui les étirait, les allouait, s'assurant qu'Emily avait ce dont elle avait besoin. Et maintenant, j'étais celle qui cliquait sur le bouton de virement, déplaçant tout ce que je pouvais légalement vers un compte qu'il ne pouvait pas toucher. Voir ces chiffres changer sur l'écran était comme de l'oxygène remplissant mes poumons. Pour une fois, c'était lui qui se retrouvait à se démener. Ensuite, ce fut l'avocate. Je n'ai pas attendu. Je n'ai pas trop réfléchi. À midi, j'étais assise dans un bureau calme du centre-ville en face d'une femme nommée Gillian qui avait ce genre de présence calme et affûtée comme un rasoir qui m'a instantanément inspiré confiance. Je lui ai tout raconté, l'adultère, l'argent, l'héritage qui a tout commencé. Elle n'a pas sourcillé. Au lieu de cela, elle a hoché la tête, pris des notes et m'a dit que j'avais bien fait de déplacer les fonds. Elle m'a exposé mes options. Tout, de la garde temporaire au gel des avoirs jusqu'aux procédures de divorce. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je ne me sentais plus seul. Après cela, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à faire des valises. Pas tout, juste ce dont Emily et moi aurions besoin si nous devions partir rapidement. Des vêtements, des documents importants, la boîte de photos que ma mère m'avait laissée. En pliant les chemises et en fermant les sacs, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'adrénaline. Je n'arrêtais pas de penser à l'expression sur le visage de Tyler quand ma gifle avait claqué sur sa joue. Pas de culpabilité, pas de honte, juste de l'indignation d'avoir perdu le contrôle. Il n'avait aucune idée de tout ce qu'il était sur le point de perdre de plus. En fin d'après-midi, la première onde de choc est arrivée. Mon téléphone s'est allumé avec son nom. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un texto est apparu. Il disait que nous devions parler. Que je ne devais rien faire d'irréfléchi. Que je réagissais de manière excessive. Réagir de manière excessive? Ce mot m'a brûlé, comme si le surprendre en train de peloter une autre femme devant la moitié de notre cercle social était quelque chose de mineur, quelque chose à surmonter. J'ai supprimé le texto sans répondre. 1 heure plus tard, il s'est présenté à la maison. Sa clé fonctionnait encore, mais j'étais prête. Emily était sortie avec des amis, donc nous n'étions que tous les deux. Il est entré, la voix déjà haute. Il a demandé ce que j'avais fait avec les comptes. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les bras croisés. J'ai répondu que j'avais fait ce que je devais faire. Qu'il n'avait pas le droit de coucher avec mon ami, de la parader dans mes vêtements, et de s'attendre encore à ce que je finance sa vie. Son visage est devenu rouge. Il a dit que c'était insensé. Que je détruisais tout ce que nous avions construit. J'ai ri, un son sec et amer que je n'ai même pas reconnu comme le mien. J'ai rétorqué que non, c'était lui qui avait tout détruit. Que je ne faisais que nettoyer les dégâts. Il a essayé de s'adoucir, changeant de tactique comme il le faisait toujours quand la colère ne fonctionnait pas. Il m'a supplié, disant que c'était une erreur. Une stupide erreur. De ne pas nous faire ça. Ni à Emily. Entendre son nom sur ses lèvres a fait bouillir mon sang. Je lui ai dit de ne pas oser l'utiliser comme bouclier. Qu'elle l'avait vu. Qu'elle savait. Et qu'elle méritait mieux que ce cirque qu'il avait créé. Pendant une seconde, le masque est tombé. La panique a traversé son visage. Il n'avait pas réalisé qu'Emily savait. Cela me donnait plus de pouvoir que n'importe quelle gifle. Je ne lui ai pas laissé le temps de se reprendre. J'ai ajouté que j'avais déjà parlé à une avocate. Que cela allait se produire. Qu'il pouvait me combattre, mais qu'il ne gagnerait pas. Pas cette fois. Son poing s'est serré, la mâchoire contractée, mais il n'a pas bougé. Il me connaissait assez bien pour reconnaître que je ne bluffais pas.
Il a marmonné quelque chose à voix basse, a attrapé ses clés et est sorti en trombe. La porte a claqué si fort que les cadres photos ont tremblé sur le mur. Je suis resté là dans le silence qui a suivi, ma poitrine se soulevant et s'abaissant, le cœur battant de quelque chose qui n'était plus de la peur. C'était de la résolution. Tyler m'avait toujours vu comme l'option sûre. La femme qui garderait tranquillement la maison en ordre pendant qu'il jouait ses jeux. Mais maintenant, il était sur le point d'apprendre qui j'étais vraiment. Parce que ce n'était pas moi qui réagissais. C'était moi qui planifiais. Et je ne faisais que commencer. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. Le matin après que Tyler soit sorti en trombe de la maison, je me suis réveillé avec une avalanche de messages sur mon téléphone. Amis, connaissances, même des gens à qui je parlais à peine de notre cercle social élargi avaient quelque chose à dire. La nouvelle du dîner s'était répandue comme une traînée de poudre, et à ce stade, tout le monde savait. Austin n'est pas une petite ville, mais dans certains cercles, les ragots voyagent plus vite que les informations. Les textos allaient du choc à la sympathie. Des messages disant que l'on était désolé pour moi. Que l'on ne pouvait pas croire qu'il avait fait ça. Que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je devais appeler. Que je ne méritais pas ça. Et de la part d'une amie qui n'avait jamais aimé Tyler, un message disant qu'il était temps que je découvre qui il était vraiment. Chaque message piquait, mais il m'endurcissait aussi. L'humiliation n'était plus seulement la mienne. C'était la sienne. Il avait exhibé sa liaison dans un espace où les gens ne pouvaient pas l'ignorer, et maintenant c'était hors de son contrôle. À midi, Tyler appelait de nouveau. J'ai laissé sonner. Quelques minutes plus tard, mon avocate m'a appelé pour me dire qu'il avait déjà essayé de la contacter par le biais de son propre avocat. Apparemment, le gel des comptes avait touché une corde sensible. Il était furieux. La voix de Gillian était calme, rassurante. Elle m'a dit de ne pas communiquer directement. Que tout passait par elle maintenant. Cette phrase m'a donné le premier goût de paix réel que j'avais ressenti depuis des jours. Pendant ce temps, la maîtresse n'a pas été épargnée non plus. Greg n'était pas du genre à souffrir en silence. Dans l'après-midi, il avait publié un message cryptique mais enflammé sur Facebook. Rien d'explicite, mais assez tranchant pour que tous ceux qui les connaissaient puissent lire entre les lignes. Quelque chose sur la trahison qui blesse le plus quand elle vient de votre propre foyer. Sur les masques qui tombent. Les commentaires ont afflué, et l'image parfaite de Marissa a commencé à se défaire. Je n'ai pas répondu publiquement. Je n'en avais pas besoin. Le silence jouait en ma faveur. Tous les autres parlaient pour moi. L'étau financier a frappé Tyler durement aussi. Il s'était habitué à avoir de l'argent liquide à portée de main. Des dîners, des verres, des chambres d'hôtel dont il pensait que j'ignorais l'existence. Maintenant, chaque carte qu'il sortait était refusée. Il m'a de nouveau envoyé un texto ce soir-là. Il disait que j'avais fait passer mon message. De réactiver les comptes. Qu'on allait parler. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas un message. C'était un tir de sommation. Les fissures se sont également élargies dans nos familles. Ma sœur a appelé, la voix tendue de colère. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas comment j'avais pu garder le silence si longtemps, mais que j'avais fait ce qu'il fallait. De ne pas le laisser déformer l'histoire. Que tout le monde devait connaître la vérité. Elle a promis qu'elle me soutiendrait, quoi qu'il arrive. Du côté de Tyler, le silence était révélateur. Son frère, habituellement prompt à le défendre dans chaque dispute, est resté silencieux. Je savais pourquoi. Ils travaillaient ensemble dans la même entreprise, et la réputation de Tyler était importante pour les affaires. Maintenant, cette réputation était en lambeaux, et prendre son parti signifierait ternir son propre nom aussi. La loyauté ne va que jusqu'où va le profit. Emily est rentrée de chez son amie avec des questions. Elle a demandé si papa revenait. J'ai hésité parce que chaque partie de moi voulait la protéger, amortir le choc. Mais mentir maintenant serait pire que la vérité. Je lui ai dit que non. Pas comme avant. Que les choses changeaient. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête. Et dans ce silence, j'ai réalisé qu'elle était plus forte que je ne le pensais. Peut-être plus forte que moi. La première vraie tentative de Tyler est venue ce week-end-là. Il s'est présenté à nouveau sans prévenir, martelant la porte. Je l'ai ouverte juste assez pour le regarder dans les yeux. Il avait l'air différent, fatigué,
mal rasé, désespéré. L'arrogance suffisante avait commencé à s'effriter. Il m'a supplié, la voix basse. Il a dit que nous pouvions arranger ça. De juste parler sans avocat, sans tout ce drame. Qu'il avait fait une erreur. De ne pas tout jeter. Je n'ai pas scié. J'ai répondu que c'était lui qui avait tout jeté. Que je m'assurais juste que les ordures aillent là où elles devaient aller. Sa mâchoire s'est crispée, le regard suppliant se transformant à nouveau en rage. Il a dit que je le détruisais. J'ai répondu que non. Qu'il se détruisait lui-même. Que je laissais juste tout le monde le voir. J'ai fermé la porte avant qu'il puisse répondre. Mes mains ont tremblé après, mais pas de peur, de pouvoir. Pour une fois, ce n'était pas moi qui mendiais des miettes de son attention. C'était lui qui était dehors, exclu, laissé à mijoter dans ses propres conséquences. À l'intérieur, je me suis assise avec Émilie sur le canapé et j'ai mis un film. Elle a posé sa tête sur mon épaule, et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie plus légère. La première bataille était gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer. La première humiliation au dîner fut brutale, mais Tyler pensait encore qu'il pouvait la déformer. Il m'a sous-estimé, et il a sous-estimé les gens qui regardaient. Au moment de la deuxième confrontation publique, il est tombé droit dedans, et je me suis assuré qu'il n'en sortirait pas indemne. C'est arrivé dans un restaurant du centre-ville, un endroit que nous fréquentions en famille, devenu maintenant le théâtre de sa déchéance. Émilie et moi étions allés y déjeuner avec ma sœur. Je n'avais pas prévu de le voir, mais le destin, ou peut-être le karma, nous a mis dans la même pièce. Tyler était déjà assis à une table d'angle avec deux collègues, des hommes sur qui je savais qu'ils comptaient pour maintenir son entreprise à flot. Il avait l'air soigné, bien rasé, forçant ce sourire confiant que j'avais appris à déceler. Au début, j'ai pensé l'ignorer. Mais ensuite, j'ai vu le nom de Marissa s'allumer sur l'écran de son téléphone, clignotant sur la table où tout le monde pouvait le voir. Ses collègues y ont jeté un œil, ont échangé des regards, et j'ai réalisé qu'il n'avait pas arrêté. Il n'avait pas ralenti. Il traînait encore mon nom dans la boue tout en essayant de maintenir son empire. Alors, quand je me suis levé pour partir, je ne me suis pas dirigé vers la porte. J'ai marché droit vers sa table. Mes talons claquaient contre le carrelage, et j'ai senti tous les regards de la pièce se tourner comme si l'univers lui-même retenait son souffle. J'ai dit son nom, Tyler, assez fort pour que ses collègues et la moitié du restaurant entendent. Il a levé les yeux, surpris, puis a essayé de se reprendre avec un sourire forcé. Il m'a demandé si nous pouvions éviter ça. Je l'ai interrompu. Je lui ai dit de leur dire. De dire à ses collègues qui était Marissa. Ou si je devais le faire. Son visage a perdu toute couleur. L'un des hommes a froncé les sourcils, se penchant en arrière sur sa chaise. Il a demandé de quoi il s'agissait. Je me suis penché sur la table, assez près pour voir le masque de Tyler glisser. J'ai dit qu'il s'agissait de sa façade de père de famille. De la façon dont il se pavanait en tant que mari et père tout en couchant avec mon ami. De la façon dont il m'avait humilié devant tout le monde, et qu'il continuait de le faire. Un hoquet de surprise a parcouru une table voisine. Je m'en fichais. Tyler a essayé de saisir mon bras, mais je me suis retiré. Je lui ai dit de ne pas oser me toucher. Qu'il avait déjà touché assez de choses qui ne lui appartenaient pas. Ses collègues semblaient mal à l'aise, leurs yeux allant de l'un à l'autre. L'un d'eux s'est raclé la gorge. Il a demandé à Tyler si c'était vrai. Et c'est là que j'ai lâché la phrase qui s'est répandue comme une traînée de poudre. J'ai dit que bien sûr que c'était vrai. De lui demander pourquoi sa maîtresse portait ma lingerie la nuit où je les avais surpris. De lui demander ce que ça faisait de perdre sa famille, son argent, et bientôt son entreprise. Tout ça pour une aventure sans lendemain. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des fourchettes tombant sur les assiettes. Les gens regardaient ouvertement maintenant, certains chuchotant, d'autres filmant avec leur téléphone. Le visage de Tyler était cramoisi. Il a essayé de fanfaronner, de rire. Il a dit que j'exagérais. Que j'étais. Mais sa voix s'est brisée, et aucune parole mielleuse ne pouvait couvrir la panique dans ses yeux. Ses collègues se sont levés brusquement, marmonnant quelque chose sur le besoin de prendre l'air, le laissant seul à table. Je me suis redressé, j'ai ajusté mon sac sur mon épaule, et je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit qu'il pensait pouvoir m'enterrer. Mais que ce n'était pas moi qui suffoquais. Puis je me suis retourné et j'ai rejoint Émilie et ma sœur,
qui avait observé de l'autre côté de la pièce. Les yeux d'Émilie étaent grands ouverts, mais il y avait de la fierté aussi. Elle n'avait pas honte de moi. Elle était fière que je me sois tenue droite, forte et inébranlable, d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. En quittant le restaurant, j'entendais les chuchotements se propager de table en table. La réplique finale était déjà sortie de ma bouche et entrée dans le sang de la ville. Les gens la raconteraient, la partageraient, riraient à ses dépens. Il n'était plus le mari et le père à succès. Il était l'homme dont la femme l'avait surpris, dont la chute était narrée par des inconnus pendant le déjeuner. Le temps que nous sortions au soleil, mon téléphone bourdonnait. Messages, appels manqués, notifications. Quelqu'un avait déjà publié ce qui s'était passé. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que l'histoire se répandait. Tyler avait voulu garder le contrôle, garder son masque intact, imposer son récit. Mais maintenant, il n'y avait plus de récit à contrôler pour lui. Il était la risée de tous, et je n'avais pas encore fini. Je pensais que Tyler se retirerait après le restaurant. N'importe qui d'autre l'aurait fait, mais j'aurais dû mieux le connaître. Tyler n'a jamais été du genre à admettre la défaite. Ni dans sa carrière, ni dans les disputes, et certainement pas dans l'effondrement de son image. Alors, au lieu de rester silencieux et de laisser passer l'orage, il a tenté de riposter. 2 jours plus tard, une amie m'a envoyé un lien vers un site d'information local. Elle a écrit que je devais voir ça. J'ai cliqué, et c'était là, une interview de Tyler. Il s'était exprimé publiquement, souriant poliment à la caméra, expliquant comment des rumeurs et des exagérations avaient fait exploser sa vie privée. Il a dit d'une voix calme, chaque mot répété, qu'elle était en colère, et qu'il comprenait cela. Mais que Samantha avait toujours été dramatique. Que quiconque la connaissait savait qu'elle avait tendance à réagir de manière excessive. Qu'il avait fait des erreurs, bien sûr, mais rien de comparable aux histoires qui se répandaient. Il a dit qu'il voulait juste de l'intimité pour sa fille et lui pendant qu'il réglait ça. Je fixais l'écran, la mâchoire si serrée que ça faisait mal. Il ne m'avait pas seulement traité de menteuse. Il m'avait dépeinte comme instable, une femme hystérique dont la colère ne pouvait être crue. Et pire que tout, il utilisait Émilie comme son bouclier, de la même manière qu'il l'avait fait en suppliant à la porte. En quelques heures, le clip était partout. Les gens le partageaient sur Facebook, le commentaient dans des groupes communautaires, spéculaient à voix basse dans les cours de yoga et aux matchs de football. Certains me défendaient, d'autres lui accordaient le bénéfice du doute. Tyler était doué pour la comédie. Il avait passé toute sa vie à prétendre être quelqu'un qu'il n'était pas. Mais ce sur quoi il ne comptait pas, c'est que la vérité rattrape ses mensonges plus vite. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Gillian, mon avocate. Son ton était différent. Urgent. Elle m'a dit que je devais voir ça. Elle m'a envoyé un dossier. Des captures d'écran, des textos, des photos, des preuves. Greg avait enfin libéré les preuves. Il avait épluché les relevés téléphoniques de Marissa, ses courriels, même son stockage en ligne. Et ce qu'il a trouvé était un trésor de saletés incriminantes. Des reçus d'hôtel, des mots d'amour, des photos que Tyler avait été assez imprudent pour envoyer, pensant qu'elles resteraient privées. Au début, je ne voulais pas regarder. L'idée de voir ces textos, de lire les mots qu'il utilisait avec elle, me retournait l'estomac, mais je me suis forcé parce que ce n'était plus une question de douleur. C'était une question de munitions. Et c'était bien des munitions. Une capture d'écran en particulier allait devenir le clou dans son cercueil. C'était un message que Tyler avait envoyé à Marissa juste une semaine avant le dîner. Il disait qu'il avait hâte qu'elle ne soit plus dans le décor. Qu'elle serait tellement mieux à sa place. Froid, sans cœur, dépouillé de toute prétention d'amour pour moi ou Émilie. Juste de la luxure et de l'arrogance. Greg l'a d'abord divulgué à un groupe privé, mais en quelques heures, il s'était répandu partout. Le matin, il était sur Twitter, Facebook, même sur des réels Instagram, accompagné de hashtags comme The Lingerie Liard et Better Inner Place. Des inconnus se moquaient de lui. Des mèmes sont apparus. Même des comptes parodiques ont commencé à publier. Tyler, le dirigeant technologique impeccable, était réduit à une blague en ligne. Émilie m'en a montré un, le visage partagé entre la colère et une satisfaction sombre. C'était une photo d'un homme en costume tenant de la lingerie sur un cintre, avec la légende « Est-ce que ça existe à la taille de ma femme ?» Elle a demandé si c'était normal si elle riait. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai répondu que oui.
Que c'était plus que normal. Tyler a dû penser qu'il pouvait étouffer le bruit en rajoutant une couche. Il a publié une déclaration sur son LinkedIn, de tous les endroits possibles, se présentant comme une victime de faux récits alimentés par des vengeances personnelles. Il a écrit sur le pardon, sur les dangers de la culture de l'annulation, sur le fait d'être un homme essayant de bien faire pour sa famille face aux mensonges. Mais les preuves étaient indéniables. Les gens ont inondé les commentaires de captures d'écran, de hashtags, de questions directes auxquelles il ne pouvait pas répondre. À la fin de la journée, son profil était un champ de bataille. Sa crédibilité en lambeaux. Le plus drôle, c'est qu'il n'avait aucune idée à quel point ça pouvait empirer. Parce que Greg n'avait pas fini, il a publié d'autres relevés bancaires montrant des dépenses suspectes, des courriels programmant des voyages d'affaires qui coïncidaient parfaitement avec les vacances de Marissa, même des reçus Uber de nuit où Tyler avait prétendu travailler tard mais avaient en fait été déposés à son appartement. Tout était là, exposé aux yeux du monde. La réaction négative a fait boule de neige. Des blogs locaux s'en sont emparés, puis des pages de potins, puis même un podcast qui se nourrissait des scandales d'Austin. Le nom de Tyler était partout. Pas pour son travail, pas pour ses accomplissements, mais pour sa trahison. Les hashtags sont devenus un refrain qui le suivait dans chaque espace où il entrait. Un soir, en faisant défiler mon téléphone, j'ai vu une vidéo de lui essayant d'entrer dans un bar. Quelqu'un a crié le surnom du menteur à la lingerie, et toute la foule a ri. Il est passé en force, le visage tordu de colère, mais les caméras ont tout capté. La vidéo a été mise en ligne en quelques minutes, les commentaires le démolissant. Et moi? Je suis restée silencieuse. Je n'ai rien publié. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas alimenté le feu. Je n'en avais pas besoin. La vérité était plus forte que tout ce que je pouvais dire. Emily m'a demandé une fois si ça faisait du bien de voir tout le monde se retourner contre lui. J'y ai réfléchi avant de répondre. Je lui ai dit que ça ne faisait pas du bien. Que ça semblait juste, comme si le monde le voyait enfin comme nous le voyons. À la fin de la semaine, Tyler a cessé de publier. Ses comptes sont devenus silencieux. Son visage a disparu des interviews. Mais le mal était déjà fait. Ses tentatives de jouer la victime s'étaient retournées contre lui de façon spectaculaire. Et maintenant, il ne perdait pas seulement sa famille. Il perdait la seule chose qu'il appréciait le plus, sa réputation. Et je n'avais pas encore terminé. Le temps que les mèmes se calment, il était temps d'arrêter de jouer en défense et de passer au vrai champ de bataille, les tribunaux. Les ragots et les hashtags avaient anéanti l'image de Tyler. Mais je voulais plus que l'humiliation. Je voulais quelque chose de permanent, quelque chose qu'il ne pourrait pas déformer ou dont il ne pourrait pas se remettre. Gillian, mon avocate, agissait comme un chirurgien. Elle a demandé le divorce, invoquant l'adultère, un fait étayé par plus de preuves que la plupart des juges n'en voient jamais. Elle a demandé la garde exclusive d'Emily, la jouissance temporaire de la maison et la divulgation financière de chaque actif que Tyler tentait de cacher. Il s'y est opposé, bien sûr. Son avocat, un homme mielleux avec un costume cher et un sourire narquois répété, a soutenu que les problèmes conjugaux ne devaient pas être jugés par le tribunal de l'opinion publique. Mais le juge se fichait des hashtags ou des interviews. Le juge se souciait des preuves, et les preuves, c'était tout ce que j'avais. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Tyler lorsque Gillian a fait glisser le dossier sur la table lors de la première audience. Des copies de textos, de reçus, de photos, des preuves irréfutables. Il a dû rester assis en silence pendant que le juge les parcourait, les lèvres pincées en une fine ligne. Le juge a finalement dit que c'était convaincant. Très convaincant. L'avocat de Tyler a tenté de s'opposer, mais c'était comme jeter des cailloux sur une tempête. La première décision a été rapide. Tyler a été condamné à verser une pension alimentaire temporaire pour conjoint et une pension alimentaire complète pour enfants, avec effet immédiat. Son accès à nos actifs communs a été gelé. J'ai gardé la maison. Les frais de scolarité d'Emily ont été sécurisés sous mon contrôle. Pour la première fois, Tyler semblait plus petit. Pas seulement en colère, pas seulement embarrassé, plus petit. Les coûts financiers sont venus ensuite. Vous vous souvenez du frère qui le défendait toujours, celui qui travaillait dans la même entreprise. Il a retiré son soutien presque du jour au lendemain. Les investisseurs avaient commencé à poser des questions, les clients chuchotant sur le scandale. Tyler était devenu un handicap, et les affaires sont impitoyables. Son frère a cessé de répondre à ses appels,
et la rumeur s'est répandue qu'il envisageait d'évincer Tyler de l'entreprise. Puis est venu le vrai coup de grâce, son père, un homme qui tirait fierté de son héritage, de sa respectabilité. Il était resté silencieux pendant la majeure partie de cette affaire, mais lors d'une réunion de famille, à laquelle je n'ai pas assisté mais dont j'ai entendu parler par des murmures, il a dit à Tyler qu'il lui coupait les vivres. Plus de prêts, plus de sauvetage, plus de garanties d'héritage. Il aurait dit qu'il avait embarrassé cette famille. Et qu'il ne se laisserait pas entraîner avec lui. Tyler a de nouveau tenté de jouer la victime, pleurant d'être attaqué, mais même son père n'y croyait plus. Des années d'arrogance, des années de sentiment de tout lui devoir, tout cela s'est payé en une seule phrase. Et Marissa, son effondrement fut presque poétique. Greg a demandé le divorce en quelques semaines. Il a déménagé, a pris les enfants et a déposé sa propre pile de preuves. Elle est passée de la publication de selfies de vacances à ne plus rien publier du tout. Les amis qui gravitaient autrefois autour d'elle comme des papillons de nuit ont disparu. Elle était radioactive, intouchable. Le temps que ses propres parents s'en mêlent, suppliant Greg de leur pardonner, il était trop tard. Il n'était pas intéressé. Personne d'autre non plus. À la maison, Emily et moi avons trouvé un nouveau rythme. Les matins étaient plus calmes sans Tyler qui claquait les portes, les soirées plus sereines sans que j'attende que sa voiture arrive bien après le dîner. Elle s'est épanouie dans ce calme, comme si l'absence de tension lui donnait de l'espace pour respirer. Mais Tyler n'a pas lâché prise facilement. Il se présentait aux audiences l'air débraillé, essayait de négocier avec moi dans les couloirs, menaçant parfois même de m'enlever Emily. La première fois qu'il l'a dit, mon estomac s'est glacé. Mais Gillian s'est penché près de moi et a chuchoté que c'était des paroles en l'air. Qu'il n'avait aucun dossier. Elle avait raison. Avec sa liaison rendue publique et ses finances sous surveillance, aucun juge sain d'esprit ne lui aurait confié la garde. Pourtant, l'entendre cracher ses menaces me rappelait pourquoi je ne pouvais pas faiblir. Il n'était pas seulement imprudent. Il était cruel. Au fil des semaines, sa vie s'est effilochée morceau par morceau. La maison qu'il a tenté de garder, mise sur le marché par ordonnance du tribunal. Les cartes de crédit qu'il exhibait autrefois comme des trophées, à leur maximum, refusées, gelées. Il a emménagé dans un appartement de location en ville, qu'il pouvait à peine se permettre, entouré de boîtes de pizza vides et de silence. Chaque nouvelle audience lui enlevait une autre couche de sa fierté. Gillian était implacable, le pressant sur sa mauvaise gestion financière, rappelant au tribunal sa liaison chaque fois qu'il tentait de protester. Il devenait de plus en plus en colère, s'emportant contre son avocat, élevant la voix devant le juge. Chaque éclat ne faisait que l'enfoncer davantage. Le coup de grâce est venu avec la décision sur la garde. Garde exclusive m'a été accordée, avec des visites strictement supervisées jusqu'à ce qu'il puisse prouver sa stabilité. Les mots du juge ont atterri comme un marteau. Le tribunal a jugé le comportement de M. Picklam imprudent, son jugement altéré et son environnement familial inadapté à un mineur. Tyler s'est affalé sur sa chaise, le combat l'abandonnant. Il m'a regardé, les yeux vides, comme s'il ne pouvait pas croire que j'avais gagné. Mais ce n'était pas seulement moi. C'était la vérité. Indéniable et brutale. Finalement dotée du poids qu'elle méritait. Après le tribunal ce jour-là, Emily m'a serré plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. Elle a chuchoté que nous étions vraiment libres maintenant. J'ai embrassé le sommet de sa tête. J'ai répondu que oui. Nous l'étions. Et bien que les batailles juridiques aient traîné un peu plus longtemps, le partage des biens, la paperasse, les signatures sans fin, le résultat était scellé. Tyler a été démantelé morceau par morceau, dollar par dollar, allié par allié. Quand la poussière est retombée, il n'était plus l'homme qui se pavanait en costume, affichant des sourires et du charme. Il était ruiné, abandonné, insignifiant, et je me tenais plus forte que jamais avec Emily à mes côtés. J'avais pris tout ce qu'il pensait ne jamais perdre. Et je n'avais pas encore fini. Je ne m'attendais pas à le revoir après l'audience finale. Je pensais que Tyler disparaîtrait dans l'ombre, trop humilié pour risquer une autre scène. Mais les hommes comme lui ne disparaissent pas discrètement. Ils viennent en rampant, traînant leur fierté derrière eux, espérant grappiller une dernière chance. C'est arrivé un dimanche après-midi gris. Emily était chez une amie, et j'étais allé dans un café du centre-ville pour rattraper mon travail. Quand je suis sorti avec mon café, il était là, appuyé contre le mur, plus mince que dans mon souvenir, les yeux injectés de sang, les vêtements froissés. Pendant un instant,
j'ai failli ne pas le reconnaître. Il ressemblait moins à l'homme que j'avais épousé qu'à un étranger qui avait brûlé jusqu'à la dernière once de son charme. Il a dit mon nom, Samantha, en s'avançant. Sa voix s'est brisée, rien à voir avec le ton poli qu'il utilisait pour commander des salles. Il m'a supplié de l'écouter. Je me suis figé, chaque instinct me disant de m'éloigner, mais quelque chose en moi voulait l'entendre. Pas pour lui, mais pour moi. Je voulais voir ce qu'il restait de l'homme qui pensait pouvoir me briser. Il m'a suivi alors que je m'asseyais sur un banc voisin, gardant mes distances. Il a fourré ses mains dans ses poches, les épaules voûtées. Il a dit qu'il avait tout perdu. La maison, l'argent, son travail. Que sa famille ne lui parlait même plus. Que Marissa était partie. Que tout le monde était parti. Qu'il ne lui restait plus rien. J'ai siroté mon café, indifférente à sa confession. J'ai répondu que c'était ce qui arrivait quand on construisait sa vie sur des mensonges. Que tout s'effondrait. Il a tressailli, puis a tenté un autre angle. Il a demandé si nous n'avions pas eu de bonnes années. Si je ne me souvenais pas. Que nous avions construit quelque chose ensemble. Qu'il avait fait une erreur. Oui. Mais que je ne pouvais pas simplement effacer tout ce que nous avions eu. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère ni chagrin. J'ai ressenti de la clarté. J'ai dit qu'il avait raison. Que je ne pouvais pas l'effacer, mais que je pouvais y mettre fin. Et que je l'avais déjà fait. Sa mâchoire s'est crispée. Il m'a supplié. De juste lui donner une autre chance. De le laisser réparer ça. Sa voix s'est de nouveau brisée, désespérée et brute. Il a imploré. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, je l'avais supplié. Supplié de rentrer à l'heure. Supplié d'être honnête. Supplié de m'aimer comme il prétendait aimer tout le monde. Et maintenant, il était là, à me supplier, dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois rendu intouchable. J'ai dit d'une voix stable qu'il n'aurait pas d'autre chance. Qu'il avait eu des années de chance, et que chacune d'entre elles, il l'avait jetée. Il a laissé tomber sa tête dans ses mains, les épaules secouées. Il a dit qu'il ne savait pas quoi faire. Qu'il ne savait pas comment vivre comme ça. Je me suis penché en avant, mon ton sec. J'ai dit qu'il devait se débrouiller parce que je ne le sauverais pas. Ni maintenant. Ni jamais. Il a relevé la tête, les yeux humides, me regardant comme si j'étais la seule bouée de sauvetage qui lui restait. Il m'a supplié de juste dire quelque chose. De lui dire ce qu'il pouvait faire. Je me suis levé, jetant le gobelet de café vide à la poubelle. Mon cœur ne s'emballait pas. Mes mains ne tremblaient pas. Je n'étais pas la femme brisée qui était entrée à ce dîner des mois auparavant. J'étais celle qui en était sortie, reconstruite, et qui avait récupéré tout ce qu'il avait essayé de prendre. Je l'ai regardé droit dans les yeux, et les mots sont venus sans hésitation. J'ai dit qu'il était l'architecte de sa propre destruction. Son visage s'est décomposé alors que la phrase flottait dans l'air, finale et inamovible. Je me suis retourné et je suis parti, mes talons claquant contre le trottoir, sans jamais regarder en arrière, parce qu'il n'y avait plus rien à voir. 6 mois plus tard, ma vie ne ressemblait en rien aux ruines que Tyler avait laissées derrière lui. Ce n'était pas parfait. La guérison ne l'est jamais, mais c'était la mienne. La maison semblait plus légère sans lui, comme si les murs avaient expiré. J'avais repeint la chambre d'Emily, modernisé la cuisine, transformé le bureau en un petit studio où je travaillais de nouveau en freelance. L'argent n'était pas un problème. L'héritage que ma mère m'avait laissé était de nouveau entre mes mains, et entre les décisions du tribunal et les paiements forcés de Tyler, Emily et moi avions la sécurité. Pas la richesse, pas l'extravagance, la stabilité. Le genre de paix qu'on ne peut pas acheter. Emily s'est épanouie d'une manière que je n'avais pas imaginée. Elle riait plus fort, étudiait plus dur, parlait plus ouvertement. Parfois, je la surprenais en train de me regarder avec une fierté silencieuse qui me faisait monter les larmes aux yeux. Un soir, elle a dit que j'étais plus forte maintenant. Qu'elle pouvait le voir. Je l'ai serrée dans mes bras, sachant qu'elle était plus forte, elle aussi. Forgée par la vérité au lieu de l'illusion. Et moi ? J'ai redécouvert des parties de moi-même que je pensais avoir enterrées. J'ai recommencé à courir, je me suis inscrite à un atelier d'écriture, j'ai même voyagé avec Emily au Nouveau-Mexique pour un week-end juste parce que nous voulions voir le désert. Chaque pas loin de Tyler était un pas vers la femme que j'avais oublié que je pouvais être. Quant à lui,
Les dernières nouvelles que j'ai eues ne venaient pas de lui directement, mais par des murmures. Il avait perdu son poste dans l'entreprise. Son frère l'avait évincé après la fuite des investisseurs. Il vivait dans un appartement exigu, jonglant entre des missions de conseil occasionnelles, se maintenant à peine à flot. Marissa était partie depuis longtemps, divorcée et oubliée. L'homme qui entrait autrefois dans les pièces la tête haute ne pouvait même plus montrer son visage sans que quelqu'un murmure le surnom du menteur à la lingerie à voix basse. Un après-midi, Émilie et moi l'avons croisé en ville par hasard. Il était plus mince, mal rasé, portant un sac en plastique avec des chemises froissées à l'intérieur. Nos regards se sont croisés brièvement, mais il n'y avait plus rien à dire. Il a détourné le regard le premier. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais libre. Pas parce qu'il était ruiné, mais parce qu'il n'avait plus de pouvoir sur moi. Il était un chapitre clos, une histoire édifiante chuchotée entre étrangers. Et je n'étais plus un personnage de son histoire. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois pas une femme trahie. Je vois une femme qui a survécu, qui s'est battue, qui a reconstruit. Je vois quelqu'un qui a traversé l'humiliation et le feu et en est sorti indemne. La trahison a brisé la vie que je pensais vouloir, mais la liberté a construit la vie que je méritais. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'adorerais connaître vos pensées ou même vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de donner un like à cette vidéo. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et à vous proposer plus d'histoires.